Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez embarquer pour un voyage afin de comprendre en détail comment se déroulera le conclave de 2025. Nous allons dévoiler non seulement les procédures secrètes et les traditions qui entourent le choix du nouveau pape, mais aussi des anecdotes historiques surprenantes et des coulisses peu connues de ce rituel sacré. Tout au long de ce contenu, nous réfléchirons ensemble à la manière dont cette décision peut transformer le cours du christianisme et même influencer la scène mondiale. Restez jusqu'à la fin, car chaque révélation peut changer la façon dont vous percevez l'histoire de l'Église catholique et son rôle dans le monde contemporain. Le conclave est sans aucun doute l'un des événements les plus solennels et mystérieux de la tradition catholique. Lorsqu'un pape meurt, comme cela s'est produit le 21 avril 2025, ou démissionne, s'instaure une période appelée sede vacante, un moment de vide à la tête de l'Église. Cet intervalle marque la fin d'un cycle et le début d'un choix qui peut impacter non seulement le destin spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, mais aussi avoir des répercussions politiques et sociales à l'échelle mondiale. Mais alors, comment fonctionne ce processus tant attendu et en même temps entouré de tant de secrets? Le rituel du conclave et ses protocoles. Avant tout, il est essentiel de comprendre que le conclave n'est pas une élection ordinaire. Il est mené avec une extrême rigueur, étant un rituel chargé de symbolisme, de tradition, et selon de nombreux récits, aussi d'intrigues, de jeux politiques et d'influences extérieures qui dépassent les murs du Vatican. L'organisation de tout commence immédiatement après la confirmation de la mort du pape, tâche qui incombe au camérier de la Sainte Église romaine, actuellement le cardinal Kevin Joseph Farrell. La tradition exige qu'il touche le front du pape défunt avec un petit marteau d'argent, l'appelle 3 fois par son nom et, sans réponse, déclare officiellement la mort, donnant ainsi le coup d'envoi au protocole de la sede vacante. Le camérier scelle alors les appartements pontificaux, empêche l'accès aux documents personnels et supervise les préparatifs des funérailles et du conclave. Pendant cette période délicate, l'Église est sans leader visible, et le gouvernement passe entre les mains du collège des cardinaux qui se réunit lors de sessions appelées congrégations générales. Tous les cardinaux de moins de 80 ans sont obligés de participer au conclave, et on estime qu'environ 120 d'entre eux seront convoqués pour choisir le nouveau leader spirituel de l'Église. Le conclave commence entre le 15e et le 20e jour après la mort du pape, permettant aux cardinaux de tous les continents de se rendre à Rome pour participer à ce moment décisif. Isolement des cardinaux et solennité du processus. Les cardinaux sont logés à la Domus Sanctae Marthae, une résidence au sein du Vatican, où ils sont totalement isolés du monde extérieur. Ils ne peuvent pas utiliser de téléphone, accéder à Internet ou maintenir tout contact susceptible d'influencer leurs décisions. Pendant le conclave, ils sont escortés jusqu'à la chapelle Sixtine, lieu des votes, lors d'une cérémonie empreinte de solennité. Après une messe spéciale, les cardinaux marchent en silence jusqu'au lieu, jurant un secret absolu sur tout ce qu'ils vont vivre. La fameuse expression latine « extra omnes » est proclamée, ordonnant à tous ceux qui ne participent pas à l'élection de quitter la chapelle qui est alors verrouillée. À partir de ce moment, le choix du nouveau pape est entièrement entre les mains des cardinaux et, pour les fidèles, de l'Esprit Saint. Chaque vote suit un rituel précis. Les cardinaux reçoivent un bulletin pour écrire le nom du cardinal qui le juge digne d'être pape. Avant de déposer leur vote dans une urne spéciale, ils s'avancent jusqu'à l'autel et déclarent à haute voix qu'ils votent selon leur conscience devant Dieu. Les votes sont recueillis et comptés par 3 cardinaux scrutateurs choisis par tirage au sort. Pour qu'un candidat soit élu pape, il doit obtenir au moins les 2/3 des voix. Si personne n'atteint cette majorité, de nouveaux votes sont organisés, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce que le successeur de Saint-Pierre soit enfin choisi. L'annonce du nouveau pape est la tradition de la fumée. Après chaque vote,
les bulletins utilisés sont brûlés dans un poêle installé dans la chapelle Sixtine. Si aucun pape n'a été élu, une substance chimique est mélangée au bulletin pour produire une fumée noire. Si, en revanche, la majorité est atteinte et qu'un nouveau pape est choisi, la fumée devient blanche, signalant au monde entier qu'un nouveau pontife a été élu. L'annonce de la fumée est l'un des moments les plus attendus et émouvants pour les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et pour des millions de personnes à travers le monde qui suivent tout en temps réel. Cependant, le conclave n'a pas toujours été aussi organisé et à l'abri des interférences. Au cours de l'histoire, il y a eu des périodes sombres où des papes ont été élus sous une forte pression politique, des chantages et même des menaces physiques. Certains conclaves ont duré des mois, voire des années, avec des cardinaux enfermés, souffrant du froid et de la faim, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un consensus. Curieusement, c'est justement pour éviter les manipulations extérieures que le conclave tel que nous le connaissons aujourd'hui a été institutionnalisé en 1251, après le décès du pape Innocent IV. À cette occasion, la ville de Viterbe a décidé d'enfermer les cardinaux et de limiter leur nourriture jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, donnant ainsi naissance au rituel actuel d'isolement, coulisses, alliances et forces occultes. Même aujourd'hui, malgré tout l'appareil de sécurité et le serment de secret, de nombreux spécialistes affirment que des alliances se forment dans les coulisses. Des groupes de cardinaux, connus sous le nom de Camarillas, se réunissent avant le conclave pour discuter des candidats potentiels et aligner leurs intérêts. Dans le contexte de 2025, les attentes sont immenses. Le choix du nouveau pape pourra renforcer ou modifier l'héritage de François, approfondissant les réformes ou inversant les mouvements d'ouverture qui ont marqué son pontificat. Selon le choix effectué, le christianisme pourrait s'orienter vers un renouveau plus inclusif, ou revenir à des positions plus traditionnelles et conservatrices. De plus, un élément encore plus intrigant plane sur ce conclave. De nombreux chercheurs et fidèles croient que nous vivons l'accomplissement des anciennes prophéties de saint Malachie, qui prévoyait qu'après le pape François, le prochain pape serait le dernier avant la fin des temps. Ce thème controversé ajoute encore plus de tension et d'attente à ce qui va arriver. Derrière tout le faste de la chapelle Sixtine, des vêtements rouges et dorés et des cérémonies solennelles, se cache un drame humain profond, où la foi, la politique, l'espoir et la peur s'entrelacent de manière invisible. Tandis que des millions de regards se tournent vers le Vatican, le monde attend avec anxiété de savoir qui sera le nouveau gardien de l'Église et quelle direction il donnera au christianisme en une époque de tant de transformation. Qui sont les papabili ? Favoris et stratégies. Pour comprendre réellement ce qui est en jeu, il est fondamental de plonger dans les coulisses de cette élection. Les papabili sont les cardinaux considérés comme favoris pour accéder au trône de Pierre. Ces noms circulent discrètement dans les couloirs du Vatican et parmi les analystes religieux, alimentant débats et attentes à travers le monde. Parmi les noms les plus cités pour le conclave de 2025 figurent des personnalités qui représentent différentes visions pour l'avenir de l'Église. D'un côté, des cardinaux conservateurs souhaitent restaurer les pratiques liturgiques traditionnelles et réaffirmer l'autorité morale de l'Église dans un monde de plus en plus sécularisé. De l'autre, des progressistes cherchent à poursuivre l'esprit d'ouverture initié par François. Parmi les conservateurs se distingue le cardinal Robert Sarra de Guinée, connu pour sa défense de la liturgie traditionnelle et son opposition aux changements dans les enseignements moraux de l'Église. Son élection serait perçue comme un signe de retour aux racines les plus strictes de l'institution. Du côté des progressistes, le cardinal Matteo Zuffa se distingue par son action dans les causes sociales et le dialogue interreligieux, représentant une Église plus ouverte. Un autre nom important est celui du cardinal Peter Turkson, du Ghana, considéré comme modéré, qui symboliserait un changement historique
en amenant la papauté en Afrique, un continent en croissance en nombre de catholiques. En plus des favoris, il existe toujours la possibilité de l'élection d'un candidat surprise, résultat de négociations et d'alliances formées en coulisses. Malgré l'interdiction officielle de toute campagne, il est courant que des cardinaux forment des alliances discrètes autour d'intérêts communs, basées sur des affinités théologiques, régionales ou politiques. Souvent, des accords sont conclus avant même le début officiel du conclave. Dynamique des votes est facteur décisif. Pendant le conclave, la routine des cardinaux est intense et rigoureuse. Les votes ont lieu 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Entre les sessions, les cardinaux prient, méditent et, lors des brèves interactions permises, échangent discrètement leurs impressions sur l'évolution de l'élection. La dynamique des votes mêle foi et stratégie. Au début, les voix peuvent se disperser entre plusieurs candidats, mais au fil des jours, les alliances se consolident, des noms sont écartés et le nombre de voix commence à se concentrer sur quelques prétendants. Des facteurs tels que l'âge, les conditions physiques et psychologiques des cardinaux, et même des épisodes historiques curieux, influencent le résultat. Dans certains cas, pour éviter l'élection d'un candidat jugé inacceptable, des groupes de cardinaux s'unissent pour soutenir une alternative de consensus. Dans d'autres, l'âge avancé de certains candidats est utilisé stratégiquement, élisant un pape déjà âgé pour garantir un pontificat court et permettre de nouveaux choix prochainement. Les scrutateurs, cardinaux responsables de collecter et de compter les votes, jouent un rôle fondamental pour garantir l'intégrité du processus. Ils lisent à haute voix le nom inscrit sur chaque bulletin et enregistrent soigneusement le résultat. Tout le processus est doublement vérifié afin de s'assurer qu'il n'y ait ni erreur ni fraude. Une fois qu'un cardinal atteint le nombre de voix nécessaires, le doyen du collège des cardinaux s'approche de lui et lui demande s'il accepte l'élection comme souverain pontife. Si le cardinal accepte, on lui demande alors quel nom papal il souhaite adopter. Ce choix porte une grande signification symbolique et envoie un message puissant sur les intentions et l'esprit avec lesquels il entend gouverner l'Église. L'impact du choix et les défis contemporains. Malgré tout le faste, le choix du nouveau pape porte une tension profonde. En quelques minutes, il ne s'agit pas seulement de définir un leader, mais aussi l'orientation du message et de l'attitude de l'Église face aux défis contemporains. En 2025, cette décision est encore plus cruciale face aux crises internes, scandales, débats sur le rôle des femmes et des laïcs, et pression pour se positionner sur des thèmes mondiaux comme le changement climatique, les migrations et les conflits armés. Dynamique des votes est facteur décisif. Pendant le conclave, la routine des cardinaux est intense et rigoureuse. Les votes ont lieu 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Entre les sessions, les cardinaux prient, méditent et, lors des brèves interactions permises, échangent discrètement leurs impressions sur l'évolution de l'élection. La dynamique des votes mêle foi et stratégie. Au début, les voix peuvent se disperser entre plusieurs candidats, mais au fil des jours, les alliances se consolident, des noms sont écartés et le nombre de voix commence à se concentrer sur quelques prétendants. Des facteurs tels que l'âge, les conditions physiques et psychologiques des cardinaux, et même des épisodes historiques curieux, influencent le résultat. Dans certains cas, pour éviter l'élection d'un candidat jugé inacceptable, des groupes de cardinaux s'unissent pour soutenir une alternative de consensus. Dans d'autres, l'âge avancé de certains candidats est utilisé stratégiquement, élisant un pape déjà âgé pour garantir un pontificat court et permettre de nouveaux choix prochainement. Les scrutateurs, cardinaux responsables de collecter et de compter les votes, jouent un rôle fondamental pour garantir l'intégrité du processus. Ils lisent à haute voix le nom inscrit sur chaque bulletin et enregistrent soigneusement le résultat. Tout le processus est doublement vérifié afin de s'assurer qu'il n'y ait ni erreur ni fraude.
Une fois qu'un cardinal atteint le nombre de voix nécessaires, le doyen du collège des cardinaux s'approche de lui et lui demande s'il accepte l'élection comme souverain pontife. Si le cardinal accepte, on lui demande alors quel nom papal il souhaite adopter. Ce choix porte une grande signification symbolique et envoie un message puissant sur les intentions et l'esprit avec lesquels il entend gouverner l'Église. L'impact du choix et les défis contemporains. Malgré tout le faste, le choix du nouveau pape porte une tension profonde. En quelques minutes, il ne s'agit pas seulement de définir un leader, mais aussi l'orientation du message et de l'attitude de l'Église face aux défis contemporains. En 2025, cette décision est encore plus cruciale face aux crises internes, scandales, débats sur le rôle des femmes et des laïcs, et pression pour se positionner sur des thèmes mondiaux comme le changement climatique, les migrations et les conflits armés. Leçon de l'histoire des conclaves. Pour comprendre pleinement la grandeur du conclave de 2025, il est fondamental de se pencher sur les chapitres précédents de cette histoire millénaire. Au cours du Moyen Âge, l'élection papale était un processus chaotique, souvent influencé par des rois, des empereurs et des nobles, fréquemment par le biais de menaces, de pots de vin et même de violences. Un exemple emblématique fut le conclave qui élut le pape Grégoire, dit en 1271, après une vacance du siège qui dura près de 3 ans. Frustrés par la lenteur du processus, les citoyens de Viterbe enfermèrent rarement les cardinaux, réduisirent leur alimentation et retirèrent le toit de l'édifice, afin d'accélérer la décision, donnant ainsi naissance au système actuel d'isolement. Au XXe siècle, 2 conclaves ont radicalement changé le cours du christianisme. L'élection de Jean XXIII en 1958, qui convoqua le Concile Vatican II et renouvela profondément l'Église, et le choix de Jean-Paul II en 1978, le premier pape non italien en plus de 400 ans, qui inaugura une ère d'ouverture et de dialogue avec le monde moderne. Ces exemples montrent que, même si le rituel du conclave paraît rigide et immuable, il est en réalité un point d'inflexion où des forces internes et externes s'affrontent pour définir l'avenir de la foi chrétienne. L'avenir de l'Église et les attentes pour 2025. Lors du conclave de 2025, ces tensions refont surface. D'un côté, la nécessité de préserver l'identité spirituelle face à un monde de plus en plus sceptique et sécularisé. De l'autre, l'urgence de répondre à des défis contemporains qui exigent courage, innovation et compassion. Le choix d'un pape conservateur pourrait représenter un repli autour des doctrines traditionnelles, protégeant l'orthodoxie, mais au risque d'aliéner les nouvelles générations. À l'inverse, un pape progressiste pourrait ouvrir de nouvelles portes et dialoguer avec la modernité, mais risquerait d'affaiblir l'identité millénaire de l'Église. L'impact mondial et le symbolisme du nouveau pontife. L'impact du choix du nouveau pape va bien au-delà du domaine religieux, influençant les relations internationales, les décisions politiques et les mouvements culturels. Le pape est l'une des figures les plus influentes de la scène mondiale, capable d'intervenir dans les conflits, d'influencer des décisions politiques et de façonner l'agenda de questions telles que les droits humains, l'environnement et la justice sociale. Dans ce contexte, le conclave de 2025 n'est pas seulement un événement religieux, mais un événement qui pourra affecter la diplomatie internationale, la géopolitique et les luttes sociales des prochaines décennies. Chaque geste, prière et vote dans la chapelle Sixtine porte un poids historique immense. À l'issue de ce conclave, le monde verra émerger non seulement un nouveau leader, mais aussi une nouvelle direction pour le christianisme. Cette direction pourra réaffirmer l'Église comme une force morale capable d'affronter les défis du XXIe siècle ou, au contraire, précipiter davantage sa perte d'influence face à un monde en rapide transformation. Prophétie, attente et conclusion. Dans ce contexte, l'ancienne prophétie de saint Malachie refait surface avec force. Selon sa vision,
le pape François serait le dernier avant une période de grande tribulation, suivie par l'apparition d'un leader qui affronterait la destruction de Rome et le jugement dernier. Que ces prophéties soient littérales, symboliques ou simplement l'expression de l'angoisse humaine, nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais il est certain que, dans ce conclave de 2025, il règne une atmosphère différente, une conscience collective que nous sommes à un tournant. Alors que Rome retient son souffle et que le monde attend la fumée blanche, l'élection du nouveau pape sera plus que le choix d'un nom. Ce sera le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la foi chrétienne, une invitation à réfléchir sur ce que nous attendons de l'Église et de la spiritualité aujourd'hui. Le conclave de 2025 est en définitive un miroir du propre cheminement spirituel de l'humanité, reflétant nos désirs, défis et espoirs pour l'avenir. Maintenant que vous connaissez les coulisses, les secrets et les possibilités de ce conclave historique, l'invitation est de continuer à réfléchir avec nous. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles perspectives, abonnez-vous à notre chaîne, où notre mission est de susciter la réflexion et d'éclairer les grands mystères de l'existence. À la prochaine vidéo.